Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes, et bonsoir Hervé, Bonsoir. vous m'entendez? Alors, bonsoir Marie-France aussi, je vais Bonsoir peut-être Olivier. commencer, bonsoir, je vais peut-être commencer par vous laisser la parole concernant l'Université du temps libre au Bagne. Moi je suis ravie Voilà. effectivement de vous retrouver à nouveau encore cette année. Le mois de mars, c'est la semaine du cerveau, en tout cas dans la programmation de l'Université du temps libre. Il est vrai qu'on collabore depuis un certain temps maintenant avec l'association cerveau.com dans le cadre des mardis scientifiques de l'Université du temps libre, effectivement. Et donc, cette année, on a réitéré la conférence en ligne parce que ça a très, très bien marché précédemment avec, malheureusement, la période de Covid. On était forcément en ligne, en visio. Et puis, ça a eu un grand succès. Donc, j'ai souhaité effectivement renouveler l'expérience cette année également. Voilà. Une bonne conférence à tous, en tout cas. Je sais qu'il y a un public UTL qui est présent en nombre et j'en suis ravie. Olivier, merci beaucoup. Bonne Très conférence. bien, très bien, merci à vous. Alors, effectivement, nous sommes ravis de ce partenariat avec l'Université du temps libre en Pays d'Aubagne et de l'Étoile. Voilà, que nous avons initié depuis maintenant quelques années, qui fonctionne très bien. Alors, dans le cadre de la Semaine du cerveau, effectivement, qui est organisée dans la région par notre association cerveau.com, alors nous avons un certain nombre de partenariats dont fait partie donc l'Université du temps libre au Bagne, Pays de l'Étoile, mais vous avez également sur la diapositive un certain nombre de partenariats qui nous ont suivis tout au long de cette semaine. Je dois dire que là, nous en sommes à la troisième semaine. À Marseille, nous faisons des semaines à rallonge, donc nous en sommes à la troisième semaine et nous terminons donc à la fin de la semaine cette semaine du cerveau 2022. Alors, je tiens également à remercier nos partenaires financiers, comme nous avons l'habitude de le faire, la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, le département des Bouches-du-Rhône, la ville de Marseille et tous les laboratoires de neurosciences de Marseille qui évidemment nous apportent leur soutien et sans lesquels il ne serait pas possible d'organiser donc cette semaine tous les ans. Voilà ce que je voulais dire pour cette semaine du cerveau, donc qui va se terminer cette année chez nous, donc je crois jeudi prochain. Voilà, alors ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Hervé Schneweis, comme invité dans cette conférence. Alors, Hervé Schneweis, c'est un neurologue. Il est directeur de recherche au CNRS. Il est directeur du laboratoire de neurosciences Paris-Seine, où il anime une équipe sur la plasticité gliale. Et plasticité gliale, vous savez, la glie, c'est cette deuxième moitié du cerveau, c'est comme ça qu'il a défini, qu'il a contribué donc à montrer quelle est l'importance de ces cellules dans le fonctionnement cérébral. Alors Hervé, lui, il a obtenu plusieurs distinctions, il a exercé plusieurs fonctions, notamment de conseil du ministère de la Recherche. Il est membre de plusieurs comités scientifiques, la Fondation pour la recherche médicale, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques. Et puis, depuis les années 90, il a développé un intérêt marqué pour toutes les questions éthiques qui sont liées aux nouvelles avancées des neurosciences. Et à ce titre, après avoir été membre du Comité consultatif national d'éthique, il est aujourd'hui président du comité d'éthique de l'INSERM. Et d'ailleurs, il a exercé jusqu'à il y a quelques jours, je crois, également la présidence du comité international de bioéthique de l'UNESCO. Alors, sur cette thématique, il a publié un certain nombre d'ouvrages reliés à l'éthique. Donc, je citerai notamment L'homme réparé, Espoir, limites et enjeux de la médecine réparatrice. Il en a également édité d'autres. Et puis, il a également publié alors, un livre pas directement lié à l'éthique, mais donc au progrès des neurosciences, qui a été très remarqué, qui est donc un magnifique livre qui s'appelle Notre cerveau, un voyage scientifique et artistique des cellules aux émotions. Alors voilà, donc il va nous parler d'éthique ce soir, et puis je dois dire que nous avons l'habitude, nous, dans notre comité cerveau.com pour la semaine du cerveau, de définir tous les ans une thématique centrale autour de laquelle s'articulent les conférences. Et la thématique que nous avons choisie cette année, c'était le cerveau créatif. Alors, dans le cadre du cerveau créatif, évidemment, tous les problèmes de développement des neurotechnologies, évidemment,
c'est vraiment l'illustration de ce que peut apporter la créativité, hein, avec tous ces développements récents des technologies. Alors, ces développements des neurotechnologies, bon, évidemment, soulèvent des questions qui sont éthiques, auxquelles ça s'intéresse particulièrement Hervé Schneeweis. Et donc, je vais lui laisser la parole donc, sur cette conférence qui va concerner les enjeux éthiques du développement des neurotechnologies. Voilà tout ce que je voulais dire et je vais donc, Hervé, te laisser la parole. Merci beaucoup, Olivier, pour cette présentation extrêmement élogieuse. Et donc, j'avais déjà mis la déclaration de lien d'intérêt, puisque il n'est pas possible d'arriver à un certain âge sans avoir eu un parcours et sans avoir effectivement un certain nombre de liens d'intérêt qui, je l'espère pour la conférence de ce soir, ne constituent en aucun cas un conflit d'intérêts. Et j'ai noté tout particulièrement pour la conférence de ce soir le fait que dans le cadre du comité d'éthique de l'INSERM, un certain nombre de notes ont été publiées qui sont disponibles sur le site du comité d'éthique de l'INSERM, sur le site de l'INSERM. Et puis bientôt, il y aura un avis du comité international de bioéthique de l'UNESCO sur les neurotechnologies, et je vous en citerai des parties, et puis des recommandations de l'OCDE sur lesquelles on reviendra à la fin de cet exposé. Alors, en dehors du fait que je suis extrêmement heureux de retrouver des amis de longue date, comme Olivier, que je suis très heureux d'avoir l'honneur d'être invité une fois de plus à la Semaine du cerveau à Marseille ou dans la région. J'avais déjà eu le plaisir de venir faire une conférence à Marseille dans des Semaines du cerveau précédentes. Je crois qu'il faut commencer en parlant de notre modestie. Nous sommes des grands ignorants aujourd'hui encore, même si au fur et à mesure des recherches qui se développent en neurosciences, nous comprenons de mieux en mieux cet organe extraordinaire qu'est notre cerveau. Mais ce qu'il faut bien voir, et ça va être important dans tout ce qui va être dit ce soir, c'est que quelle que soit la forme sous laquelle nous regardons notre cerveau, ici une forme anatomique à la suite d'une autopsie, ici en IRM, ici une reconstruction des liens, des fibres qui relient certaines aires du cerveau entre elles avec des fausses couleurs pour mieux les regarder. Ce que nous avons ici, ce sont des représentations du cerveau. C'est un modèle du cerveau. Et de la même façon que Magritte avait, dans une série qui s'appelait « La trahison des images », dit « Ceci n'est pas une pipe », effectivement, vous ne pouvez pas fumer avec cette image, vous pouvez représenter une pipe, eh bien, ceci n'est pas un cerveau, ceci est une représentation du cerveau, ceci est un modèle du cerveau, et un modèle du cerveau n'est en aucun cas un cerveau modèle. Ceci étant dit, la question est d'aborder les neurotechnologies et les connaissances que nous avons des cerveaux en praticien. Olivier Bosseler a eu la gentillesse de rappeler que j'étais neurologue et je continue à exercer à la Salpêtrière. Et excusez-moi, la question peut se poser pour certains d'entre nous de voir comment il y a la question éthique, ce que Paul Ricoeur définit comme une articulation entre deux libertés, l'affirmation par soi pour le chercheur de la liberté de connaissance, de la liberté de chercher, et la volonté dans le même temps que la liberté de l'autre soi, c'est-à-dire que ces connaissances scientifiques ajoutent à la liberté des autres, la valeur émancipatrice de la science. Et l'articulation de ça avec la question de savoir depuis quand savons-nous que cet organe, qui est un organe finalement comme le foie, les reins, le poumon, qu'est le cerveau, est également le lieu de notre pensée, le lieu de nos connaissances, le lieu de notre interface avec le monde. Et on peut dire d'une certaine façon que les neurosciences modernes commencent avec l'histoire de Phineas Gage, ce contremaître des chemins de fer nord-américains qui, lors d'un accident, l'explosion d'une charge de dynamite, a reçu en travers du crâne, et vous avez ici la représentation de la baramine qui lui est passée à travers le crâne, a reçu une baramine qui avait à peu près l'épaisseur d'un pouce à travers le lobe
frontale. Ce qui est extraordinaire, c'est que Phineas Gage a survécu à cet accident grâce aux bons soins du docteur John Harlow, qui était un médecin de campagne qui exerçait à quelques centaines de mètres de là, et qui l'a immédiatement pris en charge et soigné. Et au bout de quelques semaines, comme le décrit John Harlow, l'incroyable est survenu, c'est-à-dire que Phineas Gage a survécu, il avait perdu son œil gauche, mais il voyait grâce à l'œil droit, il avait recouvré sa capacité motrice, il marchait, pouvait se déplacer, il semblait être redevenu un individu en apparence normale, et pourtant, l'équilibre de ses facultés intellectuelles était totalement désorganisé. Comme le dit John Harlow, les pulsions animales avaient pris le dessus. Lui, qui était un ouvrier modèle, était devenu ensuite débauché, il urinait dans la rue, il jurait, il était irrévérencieux. Donc on voit peut-être pour la première fois une démonstration expérimentale du fait qu'une lésion du lobe frontal fait perdre à l'individu les capacités d'intégration des connaissances du lien social et de respect du lien social. Alors, vous allez dire, mais là, vous partez immédiatement dans une vision complètement matérialiste et déterministe du cerveau. Oui, en neurosciences, en neurologie, nous devons avoir une vision matérialiste et déterministe du cerveau pour essayer d'établir un certain lien de cause à effet et établir un certain nombre de faits. Mais il existe un malentendu sur le déterminisme. Si on retourne à Claude Bernard, on voit la définition du déterminisme scientifique. Pour le médecin, le fait de, à travers la symptomatologie, déterminer l'origine de la maladie grâce à ce lien de cause à effet. Pour le scientifique, comme le dit Claude Bernard, la critique expérimentale met tout en doute, excepté le principe du déterminisme scientifique, c'est-à-dire qu'il existe une chaîne ordonnée dans laquelle chaque élément dépend d'un certain nombre d'autres d'une façon telle qu'il peut être prévu. Donc, c'est le paradigme que nous utilisons pour nos expériences, c'est le paradigme qui doit être utilisé qui est la référence de la conférence de ce soir. Est-ce pour autant dire que tout ce que nous faisons est déterminé? Eh bien, en fait, non. Et l'exemple le plus fulgurant, c'est probablement celui que vous connaissez tous, le dé à jouer. Un dé à jouer, il y a 6 faces, de 1 à 6, et vous savez que à chaque fois que vous jetez le dé, il tombera forcément sur un chiffre, de 1 à 6. Et si vous le jetez 1 million de fois, les probabilités nous disent qu'il y aura autant de fois qu'il tombera sur le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6. Et pourtant, comme le dit de façon fulgurante Stéphane Mallarmé dans ce merveilleux poème, jamais, quand bien même lancé dans des circonstances éternelles, du fond d'un naufrage, dit Mallarmé, un coup de dé n'abolira le hasard. Et dans cette merveilleuse fin, je vous laisse apprécier le poème qui se déroule sur plusieurs dizaines de pages, veillant, doutant, roulant, brillant et méditant avant de s'arrêter à quelques points derniers qui le sacrent, toute pensée est un coup de dé. Vous voyez que le poète, à la fin du XIXe siècle, a largement anticipé non seulement les neurosciences, mais ce lien qu'il y a entre le fait que, oui, il existe un déterminisme, et on va le voir avec l'activité cérébrale, et que pourtant, ce déterminisme n'exclut en rien la possibilité des probabilités et du hasard. Alors, aujourd'hui, grâce au développement d'un certain nombre de dispositifs non invasifs, comme le casque EEG, c'est le raffinement d'une technologie qui a été mise au point par un neurologue qui s'appelait Berger en 1929. Donc, ce n'est pas d'hier, c'était il y a presque un siècle. Évidemment, l'association du casque EEG avec les technologies de traitement du signal, avec les technologies d'intelligence artificielle, vont changer la donne aujourd'hui. On a des techniques
d'IRM cérébrale, structurale ou fonctionnelle. On a des techniques qui nous permettent de façon non invasive de modifier l'activité cérébrale, comme la stimulation magnétique transcrânienne, qui à l'aide de courants magnétiques peuvent modifier, inhiber l'activité de certaines régions cérébrales. On peut avoir la stimulation avec des courants continus. On a les interfaces cerveau-machine non invasives, mais surtout on a des interfaces cerveau-machine invasives. C'est la stimulation cérébrale profonde qui a changé la vie de centaines de milliers de malades parkinsoniens, je vais y revenir. Et puis aujourd'hui, différentes sortes de dispositifs implantés à l'intérieur du crâne qui permettent de détecter, d'interpréter l'activité cérébrale ou qui permettent directement de la modifier grâce à des techniques comme par exemple l'optogénétique. Alors, quand on parle d'éthique, il faut toujours mettre en balance différentes valeurs. L'un des grands principes de l'éthique, l'un des grands piliers de l'éthique, c'est l'autonomie de la personne. L'autonomie de la personne, la balance entre bénéfice-risque, entre bienfaisance et non-malfaisance, la justice pour l'individu et pour la société, eh bien, c'est d'abord de se rendre compte que les maladies du cerveau, neurologiques et psychiatriques et maladies mentales, représentent un tiers de nos dépenses de santé. Je donne le chiffre d'un tiers de nos dépenses de santé et des chiffres qui donnent le tournis, comme par exemple 1 500 milliards de dollars aux États-Unis ou 1 000 milliards de dollars, 1 000 milliards d'euros chaque année en Europe, pour mettre des chiffres sur une souffrance humaine qui, elle, est incommensurable. Et avec un spectre de maladies qui va depuis l'autisme, qui touche peut-être jusqu'à 1% des enfants, jusqu'à la dépression nerveuse chez l'adulte, et puis première cause de mortalité aujourd'hui, que sont les accidents vasculaires cérébraux ou des problèmes sociaux, comme, enfin, de société, je veux dire, comme la maladie d'Alzheimer. Donc, les maladies du cerveau, ce sont des maladies qui engendrent des souffrances et un coût pour la société, des souffrances pour l'individu et un coût pour la société immense. Donc, notre premier impératif, c'est d'essayer de comprendre, de les comprendre et d'y porter remède. Et les neurotechnologies sont une partie de la solution. Je vous ai déjà cité la stimulation magnétique, la stimulation à haute fréquence, stimulation profonde à haute fréquence, technologie qui a été développée en France, à Bordeaux par les équipes de Bernard Biolac, Christian Cross, à Grenoble grâce à Alim Louis Benhabib et Pierre Pollack, et qui, depuis la fin des années 80, ont permis à des centaines de milliers de Parkinsoniens opérés à travers le monde dans des formes akinéto-rigides de la maladie, de recouvrer une capacité de vie tout à fait correcte pendant de nombreuses années et d'avoir une espérance de vie proche de l'espérance de vie normale. Donc, une très grande possibilité de positivité, évidemment, du développement des neurotechnologies. Mais en même temps, comme toujours avec les dispositifs innovants, des questions éthiques qui sont liées à ces techniques. Alors, commençons déjà par définir le champ précis que nous abordons, parce qu'il y a de plus en plus de manières d'explorer l'activité cérébrale. Là, ce soir, ce dont on va parler, ce sont des dispositifs et des procédures qui sont utilisés pour directement accéder, surveiller, étudier, manipuler ou imiter la structure et la fonction des systèmes neuronaux des personnes physiques. C'est la définition que nous en avons donnée à l'OCDE en 2019. Donc, on va laisser de côté les applications sur smartphone qui pourraient donner des indications sur l'activité cérébrale, les données du big data, les données de l'intelligence artificielle, même si de plus en plus les dispositifs de neurotechnologie embarquent, incluent de l'intelligence artificielle. Mais là, on va parler des procédés qui directement enregistrent et donc analysent l'activité cérébrale et directement peuvent la modifier, comme par exemple la stimulation magnétique transcrânienne ou différents dispositifs d'interface cerveau-machine. Alors, j'ai parlé
de l'impératif médical, mais on voit de plus en plus ces neurotechnologies se développer hors du champ de la santé, qu'elles soient invasives ou non. C'est évidemment la question de l'usage dual, en particulier de l'usage militaire de ces technologies. Là encore, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, si c'est pour permettre à des personnes de se protéger, de détecter plus tôt un danger. Pour le pire, s'il s'agit de transformer des soldats en robots vivants. Et puis, différentes technologies, différentes idées qui prospèrent. Par exemple, Facebook a souhaité investir des sommes colossales dans des systèmes de détection de l'activité cérébrale qui vous permettraient demain de vous passer de votre clavier d'ordinateur un dispositif de type EEG permettant d'analyser les phrases auxquelles vous pensez et qui s'affichent entre guillemets sur votre cortex occipital à l'arrière de votre cerveau, et en les détectant, eh bien, de les projeter directement sur l'écran de votre ordinateur, vous évitant d'avoir à les taper. Évidemment, le traitement du signal étant fait par tout un système, un ensemble de dispositifs qui permettrait maintenant de lire également, en plus de tout ce que vous faites, entre guillemets, ce que vous pensez. Alors, comme je l'ai dit, il y a des investissements colossaux qui sont faits dans ces domaines. Des groupes comme Facebook ont investi 1 milliard de dollars pour développer ce type de technologie. Pas que, Elon Musk avec Neuralink, Google, Kernel, voilà. Nous sommes dans un domaine où les enjeux sont colossaux. Et comme l'activité cérébrale fournit des informations inhérentes à tous les êtres humains, qui peuvent à la fois toucher à leur liberté, à leur vie privée, à leur épanouissement, comme nous l'écrivons en introduction du rapport pour l'UNESCO que je vous ai déjà mentionné et dont je suis l'un des rapporteurs avec Émilie Cross et Mylène Deschênes, eh bien, le fait de lire l'activité cérébrale ou d'écrire par la modulation de l'activité cérébrale a des enjeux qui sont évidemment très importants pour les droits humains. Et les données neurales ou les données cérébrales, qui sont les informations que nous pouvons collecter à la fois sur le fonctionnement ou sur la structure du cerveau, permettent aujourd'hui d'identifier non seulement l'individu, mais également d'analyser la physiologie de son cerveau, son état mental, et donc engage un grand nombre de questionnements. Alors, la course aux données cérébrales et le fait qu'elles soient disponibles maintenant dans de nombreux domaines, pas seulement dans le domaine médical. Vous avez de plus en plus de jeux vidéo qui associent un casque EEG, c'est ce qu'on appelle le neurogaming, et qui joue sur l'émotion du joueur, détection de cette émotion, détection de son éveil, détection de cette excitation pour modifier le jeu. Vous avez tout un ensemble de champs qui se développent dans le neuromarketing, c'est-à-dire analyser les réactions des individus face à telle ou telle publicité ou face à tel produit qui peut être consommé. Vous avez différents procédés qui, là aussi, souvent utilisent l'EEG pour des procédés de relaxation. Tout cela, à cause des informations collectées, pose des questions, et à la fois à l'éthique en général et aux droits de l'homme en particulier, et nécessite en conséquence une gouvernance. Les challenges, nous les avons identifiés dans une liste que je vous donne ici dans le document qui paraîtra de l'UNESCO. Un challenge pour la dignité humaine, la nécessité de notre cerveau. Je vous ai cité le cas de Phineas Gage, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous. L'intégrité de notre cerveau, intégrité physique, mais également intégrité fonctionnelle, fait partie intégrante de notre dignité humaine. Je vous rappelle que ce qui définit la mort, la fin d'un individu,
c'est la cessation irréversible de l'activité de son cerveau. Des questions sur l'identité personnelle. Nous connaissons, à travers les effets secondaires de la stimulation à haute fréquence, stimulation profonde à haute fréquence, nous savons que le fait d'agir sur le cerveau peut modifier certains aspects de l'identité personnelle. Un des effets secondaires relativement classiques chez les patients parkinsoniens dans les jours qui suivent l'intervention, c'est des attitudes compulsives, un jeu compulsif, une hypersexualité. Il faut respecter l'identité personnelle. Alors, on va y revenir avec cette balance, restaurer l'identité personnelle et en même temps ne pas altérer l'identité personnelle, définie comme la capacité à penser et à ressentir pour soi-même. Quelle est, si on a la capacité d'altérer l'activité cérébrale, quel est l'enjeu en termes de liberté de pensée, en termes de libre arbitre? L'activité de mon cerveau me permet, en tout cas en première approche, de décider librement de ce que je veux, de ce que je fais. Tout notre système judiciaire est basé sur le fait que les actes commis l'ont été de façon délibérée, même si parfois, par exemple, un acte commis sous l'effet d'un stupéfiant ou sur l'effet de l'alcool peut entraîner des analyses sur la nécessité de la réalité du libre arbitre. La question de la vie privée, s'il est bien un domaine qui aujourd'hui encore est totalement privé, c'est celui de notre activité cérébrale. Et chacun d'entre nous considère que la confidentialité de nos pensées doit être respectée. Et que donc, si à partir de la détection de notre activité, des inférences peuvent être faites sur notre manière de penser, c'est à nous de décider si nous acceptons ou non de briser cette ultime confidentialité qu'est l'accès à notre façon de penser et l'accès à certaines de nos pensées. C'est un peu interdire ou prévenir ce qui se passe dans Minority Report. Là aussi, le système judiciaire est basé sur la condamnation de ce que nous faisons, et en tout cas dans l'état de droit, pas de ce que nous pensons. Le risque de neurosurveillance n'est pas loin. Le challenge suivant que nous avons identifié, c'est l'égalité d'accès. Ces dispositifs sont souvent chers, c'est le cas pour la DBS, pour la stimulation profonde, qui coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. Quand c'est nécessaire, par exemple, pour la santé, quelle est la capacité d'accès, en particulier pour les pays du Sud, mais même pour nos systèmes de santé en général, quelle est la capacité distributive que nous avons, et est-ce que ces dispositifs ne risquent pas d'augmenter les inégalités, voire pire, c'est le challenge suivant, le risque de discrimination. Alors il y a deux formes de discrimination. L'un, c'est à travers des biais qui pourraient être liés à des algorithmes. On connaît ce type de discrimination dans d'autres domaines de l'intelligence artificielle. L'autre, c'est la discrimination parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit au début, tout cela est basé sur des modèles du cerveau. Et si nous avons un modèle, par exemple, d'un cerveau caucasien qui ne s'applique pas pour d'autres cultures, ne risque-t-il pas d'y avoir un biais et des discriminations? Le risque d'une utilisation abusive, excusez-moi, non autorisée ou coercitive, c'est des cas qu'on a commencé à voir en Chine, par exemple. On a mis des masques sur des enfants de 7 ans pour monitorer leur vigilance dans des classes. Des entreprises liées à l'armée, encore une fois en Chine, demandent à leurs employés de porter des casques permettant de monitorer leur activité d'éveil ou leur activité émotionnelle, soi-disant pour permettre d'éviter des accidents. C'est en tout cas une utilisation qui n'est pas librement consentie. Toute la question qu'il peut y avoir de l'augmentation, même si aujourd'hui c'est un fantasme, mais c'est le fameux homme qui valait
6 millions de dollars, hein, Steve Austin. Est-ce qu'il y aura des possibilités via des procédés de neurotechnologie d'améliorer la mémoire, d'améliorer les réflexes? Qu'en est-il du consentement éclairé? Et puis, un enjeu qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'intérêt de l'enfant, et je vais y revenir. Alors, reprenons quelques points avant de conclure et de vous laisser la parole et d'écouter votre question. La possibilité de modifier le comportement d'un individu. Eh bien, il y a à évaluer une balance bénéfice-risque. Oui, peut-être ne savez-vous pas, à la Parkinsonien, donc la maladie de Parkinson est liée à une destruction d'une région du cerveau qui s'appelle la substance noire et qui provoque une baisse importante de la production d'une molécule importante pour la modulation de l'activité cérébrale qui s'appelle la dopamine. Quand une personne est en manque de dopamine, eh bien, sa pensée, pas seulement ses mouvements sont ralentis et il est bloqué, vous avez déjà vu des patients parkinsoniens un peu figés, mais sa pensée est également ralentie. Améliorer l'état de la personne, c'est le remettre dans une situation, grâce par exemple à la stimulation profonde, dans l'état de retrouver son autonomie grâce au traitement. Mais comme je l'ai dit, inversement, si l'électrode est mal placée, si la stimulation est trop forte, il peut y avoir des modifications, par exemple du contrôle émotionnel, par exemple du contrôle comportemental, et les gens font des choses en disant « je n'étais pas moi-même quand je faisais cela ». On a vu des jeux compulsifs ou des achats compulsifs, par exemple. Donc, la balance entre le bénéfice attendu et puis les risques de ces modifications. L'enjeu principal, c'est qui contrôle quoi. Qu'est-ce que le patient ou la personne de confiance peut contrôler? Qu'est-ce qu'un médecin ou des dispositifs à distance peuvent contrôler? Comment est-ce que nous encadrons l'utilisation de ces dispositifs? La question de l'amélioration cognitive, encore une fois, aujourd'hui, c'est une question de laboratoire. Si on a pu voir des améliorations de la mémoire, c'est essentiellement chez des patients jeunes, volontaires, acceptant de se prêter à des expériences de laboratoire. En vie réelle, nous ne connaissons aucun procédé qui, sur une personne saine, permette réellement l'amélioration cognitive. Mais il n'y a aucune raison de penser que demain, avec le développement de nouvelles connaissances et de nouvelles technologies, ce ne soit pas possible. Est-ce que c'est à l'individu seul de choisir « je veux m'améliorer » ou pas? Est-ce que c'est à la société de décider qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui ne l'est pas? Là encore, pour être éthique et responsable, la technologie d'amélioration, si elle devait être disponible un jour, devrait non seulement contribuer au bien-être de l'individu, mais également au bien-être de la société, et en particulier ne pas favoriser un certain nombre de discriminations ou la création de castes entre des améliorés et d'autres qui ne le seraient pas. Et puis, comme je vous l'ai dit, une attention toute particulière doit être portée à ces dispositifs quand ils sont appliqués à des cerveaux en développement ou en modification, que sont le cerveau des enfants ou le cerveau des adolescents. Un cerveau d'enfant, ce n'est pas un petit cerveau d'adulte, c'est un cerveau d'enfant qui, avec son évolution, deviendra, si tout se passe bien, un cerveau d'adulte. Quel est l'impact potentiel de ces neurotechnologies? Et là, je pense en particulier au casque G associé à du neurogaming, sur la construction, sur l'évolution, sur la dynamique. Nous n'en savons rien. Et comme nous n'en savons rien, nous devons être particulièrement vigilants au futur de nos enfants et de nos adolescents. Associé à cela, il y a aussi la question du modèle de cerveau versus le cerveau modèle. J'en ai parlé dès le début. La question du respect de la diversité. Nous avons l'habitude de considérer un certain nombre de variantes par rapport à la normale comme des handicaps. Par exemple, une surdité
nous amènera à proposer immédiatement des implants cochléaires, qui sont des dispositifs de neurotechnologie cherchant à permettre la transmission du son à un individu. Certaines communautés de personnes sourdes considèrent que c'est une intrusion inacceptable dans leur vie privée, qu'elles ont appris à communiquer, soit les unes avec les autres, soit avec l'extérieur, sans avoir besoin de ces implants, et qu'elles veulent être respectées dans leur particularisme. C'est aussi le cas de certaines communautés de personnes atteintes par des troubles que nous considérons comme des troubles du neurodéveloppement, ce qu'on a l'habitude d'appeler autisme de haut potentiel. Et ces personnes se considèrent plutôt comme particulières que comme handicapées ou anormales. Qu'en est-il du respect de la diversité lorsque un certain nombre de dispositifs nous permettent de définir une norme, et quand on définit une norme, on veut retourner toute personne vers la norme. Alors dans ce contexte que je viens très rapidement d'essayer de vous brosser, s'est posé la question de savoir s'il fallait élaborer, en plus des droits de l'homme existants, de nouveaux droits qui seraient appelés les neurodroits. Donc un certain nombre d'auteurs que je vous ai mis ici pour les plus connus, Yankay Adorno ou la Fondation pour les neurodroits de Raphaël Yuste, ont proposé d'ajouter aux droits de l'homme existants un certain nombre de nouveaux neurodroits. Le droit à la liberté cognitive, à la vie privée mentale, à l'intégrité mentale, à la continuité psychologique, et le droit à l'accès fair, donc honnête, équilibré à ces neurotechnologies. Pour Yuste, le respect du consentement et de la vie privée, le respect de la personnalité, donc de l'agentivité des personnes, le droit, là encore, à l'amélioration cognitive, et puis la lutte contre les biais. Au niveau de l'UNESCO et du Comité international de bioéthique, dans notre rapport, nous considérons que ce qui est appelé neurodroit est tout à fait justifié et doit être préservé. Nos cerveaux doivent être préservés dans ces différentes dimensions, mais que ces droits, finalement, n'ont pas besoin d'être qualifiés de nouveaux ni d'entrer dans une inflation du droit. Ils font partie des droits de l'homme. Il s'agit simplement de revisiter les droits de l'homme existants, les droits fondamentaux, et de s'assurer que les instruments internationaux, les différentes chartes et les différents instruments qui les accompagnent protègent bel et bien l'intégrité physique, c'est clair, et mentale, l'intimité mentale, la liberté de penser, c'est une évidence au regard des droits de l'homme, le libre arbitre et le droit de profiter des avantages du progrès scientifique, toutes choses déjà inscrites dans les conventions internationales actuelles, mais certainement à bien vérifier au regard de ces droits spécifiques sensibles que sont les neurodroits, mais qui ne nécessitent pas, je le redis, une inflation ou la création de nouveaux droits. Il vaut mieux faire respecter les droits anciens et vérifier que leur application dans le cadre des neurotechnologies est vraie, plutôt que de créer des nouveaux droits artificiels. Il faudra aussi s'assurer de la liberté dans l'usage des neurotechnologies et, je l'ai dit à plusieurs reprises, éviter toute forme de discrimination, de coercition et de violence. Les actions à mener, je les ai déjà mentionnées, elles sont d'abord de faire ce que nous faisons tous ensemble ce soir, de se rendre compte des avantages merveilleux potentiels, mais aussi des risques de l'utilisation de ces technologies, et de voir comment notre science, comme à chaque fois, impacte nos manières de vivre, nos manières d'interagir et les instruments légaux qui sont à notre disposition. C'est dans ce contexte qu'avec l'OCDE, nous avons l'OCDE a publié un certain nombre de recommandations à fin 2019 sur l'usage des neurotechnologies dans le domaine de la santé. Je dis nous parce que j'ai fait partie des experts qui ont élaboré ces recommandations, mais c'est l'ensemble des gouvernements des 47 pays membres de l'OCDE qui a adopté finalement ces recommandations.
Et là encore, l'équilibre, comme vous le voyez, entre promouvoir une innovation responsable en donnant la priorité à l'évaluation de la santé, l'inclusivité, que tout le monde puisse en bénéficier, la base scientifique de ce qui doit être fait, mais aussi en parler tous ensemble, c'est ce que nous faisons ce soir, renforcer la capacité des organes de surveillance, protéger les données personnelles, où vont-elles, qui a droit à y avoir accès, avoir une véritable culture de la confiance entre le public et le privé, et puis anticiper et surveiller les utilisations potentiellement abusives de ces technologies. Aujourd'hui, c'est le seul texte, même s'il n'est pas contraignant, qui a une valeur légale internationale de référence. Alors, je voudrais terminer simplement en vous disant que j'espère que l'exposé que je vous ai fait ce soir ne vous donne pas l'impression que tout se limite à l'analyse de l'activité cérébrale d'un individu et au fait d'agir grâce au procédé de neurotechnologie sur l'activité cérébrale de cet individu. Michel Foucault, dans un de ses derniers cours, revient au Collège de France en 1984, revient sur cette phrase qu'on trouve dans le Phédon de Platon, et où Socrate, avant de boire la ciguë, dit à ses élèves, à son élève préféré, Criton, nous devons un coq à Asclépios, payer cette dette, ne la négligez pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, s'interroge Michel Foucault, que Socrate, le philosophe de la vie, demande à son élève d'aller sacrifier un coq, signe de guérison au dieu de la médecine, pour payer une dette. De quelle dette s'agit-il? Ça ne peut pas être de boire la ciguë et de se suicider. Et en fait, dans une analyse que fait Michel Foucault, il revient sur un autre texte de Platon dans lequel les élèves, et en tête Criton, qui est le plus riche, viennent proposer à Socrate d'enfuir d'Athènes. Et Socrate refuse en disant qu'il veut rester au milieu de ses élèves et que s'enfuir serait refuser le droit à un discours du vrai. Et Michel Foucault conclut que pour avoir un discours du vrai, il faut avoir l'interaction avec l'autre, l'interaction avec les autres. Comme il dit dans ce cours, il n'y a pas d'instauration de la vérité sans une position essentielle de l'altérité, de l'interaction avec l'autre. La vérité, ce n'est jamais le même. Il ne peut y avoir de vérité que dans la forme de l'autre monde, de l'autre vie. Notre capacité à dire le vrai dépend de notre interaction avec les autres. Nous sommes devenus humains à travers le regard de notre mère, de nos parents, qui nous ont humanisés dans l'interaction qu'ils ont eue avec nous. L'un des risques aussi des neurotechnologies, c'est l'enfermement d'un individu ivre de lui-même et auto-centré grâce à la technologie, qui n'interagirait plus avec les autres et qui perdrait toute capacité ainsi du discours du vrai. Quelle que soit la technologie que nous développons, rappelons-nous que pour être humain, nous avons besoin des autres humains. Merci de m'avoir écouté ce soir. Merci beaucoup, Hervé. Je crois que tu as… Vous m'entendez là? Oui, oui, très bien. Je crois que tu as parfaitement, magnifiquement délimité toutes les questions éthiques qui se posent actuellement. Alors, effectivement, je pense que ça pose des questions, et je pense des questions, donc tu vas en avoir. Là j'en vois une première là, qui est sur un aspect extrêmement sensible, effectivement, puisqu'il est question du coma, du coma, qui pose évidemment des questions éthiques, de savoir, la personne qui a posé la question, là il s'agit de Mona, lorsque des personnes sont dans des comas profonds et depuis des années, est-ce qu'il peut y avoir des espoirs de récupération avec les nouvelles technologies? Alors j'ajouterais à cela d'ailleurs à la question, est-ce que les neurotechnologies de maintenant permettent justement d'avancer dans ce problème du coma, d'avancer dans la question de savoir si on peut avoir des signatures qui pourraient définir un coma. Et puis alors au niveau éthique, donc la question qui est posée, c'est finalement celle de savoir si le patient
finalement, s'il avait exprimé le choix il avait verbalisé ce choix qu'on ne s'acharne pas finalement sur lui, est-ce qu'on est en droit, disons, de respecter ses volontés en fonction de ce que nous diraient peut-être les neurotechnologies. Voilà. Je pense que ça, c'est un débat compliqué. Un débat compliqué enfin, il serait très, c'est une question essentielle et une question qui est posée. Alors, tout particulièrement d'ailleurs depuis que les travaux des groupes belges de Steven Lorès, des groupes canadiens de Owens, des groupes français, je pense en particulier à mon ami Lionel Nakache à la Salpêtrière. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est que si je me réfère à mes études de neurologie, quand on a étudié le Plum et Posner, et je pense, Olivier, que tu l'as étudié aussi, c'était notre manuel de référence sur stupeur et coma. Eh bien, entre ce manuel à l'époque où nous avons été étudiants en neurologie et aujourd'hui, il a tellement été bouleversé par les neurotechnologies, parce que ce qui paraissait simple, au fond, on est en conscience ou on est hors conscience. Bon, il y a évidemment l'état tout particulier du sommeil, hein, on perd conscience dans le sommeil, mais heureusement on se réveille. Bon. Aujourd'hui, il y a des comas et grâce aux neurotechnologies, grâce à différents procédés, que ce soit l'IRM fonctionnel ou que ce soit l'électroencéphalographie à haute densité, on a pu avancer dans différentes catégorisations de différents types de perte de connaissances. Et l'un des principaux intérêts, c'est que dans certains cas, ça permet de prédire la capacité de récupération. Quand on voit se modifier les états de vigilance, souvent ça prélude à la capacité des gens de récupérer. Ça a permis aussi, dans certains cas, de pouvoir faire le diagnostic de ce qu'on appelle dans notre jargon neurologique le low-kid syndrome, c'est-à-dire des gens qui ont leur conscience mais n'ont aucune capacité de s'exprimer. C'est le fameux roman le battement d'aile l'aile de papillon, non, le papillon, c'est-à-dire les gens sont totalement paralysés, y compris la capacité de verbalisation, mais ils sont en conscience et certains procédés de neurotechnologie l'ont permis. Alors, une fois qu'on a dit tout cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, la question fondamentale par rapport au coma, c'est la question de la réversibilité. C'est-à-dire que le coma, c'est une perte de conscience, plus ou moins profonde, et la question fondamentale, c'est est-ce qu'on en sort ou est-ce qu'on n'en sort pas? Et vous avez tous probablement suivi la malheureuse affaire Vincent Lambert. Voilà. Malheureusement, dans le cas de Vincent Lambert, la question fondamentale autour de cette réversibilité, c'était que tous les éléments à notre disposition, et j'en parle avec émotion parce qu'à cette époque-là, j'étais au CCNE et que le CCNE avait été consulté sur la question, eh bien, c'est que les lésions étaient irréversibles. Et donc, quand des lésions sont irréversibles, même s'il reste une activité cérébrale, qui permet la respiration spontanée ou certains contrôles spontanés, eh bien, la capacité de recouvrer la conscience, elle, n'est pas possible. Et donc, effectivement, dans ce cas-là, s'il y a des dispositions anticipées qui disent que la personne ne souhaite pas poursuivre dans ces conditions, eh bien, le devoir du médecin ou du collège médical qui s'occupe de ces patients, c'est de respecter cela. Dans un encadrement éthique qui est particulièrement important et qui est toujours respecté. Voilà, c'est pour aller un peu vite. On pourrait rester plusieurs heures, je pense, à débattre sur ces questions. Ça, c'est évident. Est-ce que je peux te demander d'arrêter le partage d'écran, s'il te plaît? Bien sûr. Excuse-moi. Voilà.
Merci beaucoup. Alors effectivement, bon, ça, on a commencé fort avec cette question-là, parce que c'était pas une question simple, le coma. J'ai une question très, très particulière sur le fait de savoir s'il existe des comités d'éthique pour les gens qui font de la recherche en entreprise. Est-ce que ça existe également en entreprise, des comités d'éthique, ou bien c'est réservé aux… Alors, il y a deux manières de répondre. La première manière, c'est de dire que toute étude qu'on appelle RIPH, les études impliquant la personne humaine, tout qui va être procédé de soins, qui va être médicament, doivent, avant d'être lancées, avant d'être faites, doivent recevoir l'approbation d'un comité de protection des personnes. À côté de ça, dans les différentes universités, enfin dans de nombreuses universités, mais c'est le cas à Marseille, dans de nombreuses universités, il y a des comités d'éthique de la recherche qui traitent la question de recherches qui ne sont pas des recherches RIPH. Par exemple, des recherches de neuropsychologie ou par exemple des recherches dans lesquelles on va demander à des étudiants de venir dans une IRM pour participer à telle ou telle expérience. Donc, c'est pour de la connaissance pure. Et là, les CER, les comités d'éthique de la recherche, examinent les conditions dans lesquelles les personnes volontaires sont correctement informées et, par exemple, quand il y a de l'imagerie cérébrale, quelles dispositions sont prises pour ce qu'on appelle les découvertes incidentales, c'est-à-dire il y a un étudiant qui va très bien, qui se présente, qui est en pleine forme, qu'on met dans l'IRM et on découvre des plaques qui ressemblent à une poussée de sclérose en plaques, où on découvre une malformation comme un petit anévrisme. Qu'est-ce qu'on fait? On est dans un environnement de recherche. Il ne s'agit pas tout d'un coup et cette personne, elle va bien et elle n'était pas malade, mais on découvre quelque chose qui pourrait avoir une importance pour sa santé. Là, il faut qu'il y ait des choses qui soient prévues justement dans le cadre de cette recherche pour faire l'interface entre la dimension recherche et une dimension éventuellement médicale. Il faut avoir prévenu la personne avant, donc on anticipe toujours tout en éthique, en tout cas on essaye, et puis il faut avoir un référent externe à l'étude pour être capable d'analyser les images et de savoir quelle serait la meilleure proposition pour la santé de l'individu. Voilà. Et les entreprises privées, eh ben, elles sont soumises aux mêmes lois que tout le monde. Et donc, si elles veulent faire une recherche, si elle est RIPH, ils doivent passer devant un CPP. Et si elle est simplement… Alors, je connais peu d'entreprises privées qui fassent des types de recherches simplement à visée cognitive, mais peut-être y a-t-il des exemples. Je pense qu'ils font appel à ce moment-là à des CER. D'accord. Alors, je ne sais pas, je ne vois pas d'autres questions. Alors, moi je voudrais quand même revenir sur un point, parce que tu as bien distingué les neurotechnologies qui sont finalement à visée médicale, et puis les neurotechnologies qui sont hors du champ de la santé, hein, l'homme augmenté, le transhumanisme éventuellement. Bon, là, là d'ailleurs, tu l'as abordé, les technologies qui sont plus axées sur la recherche, et pas nécessairement à visée médicale, mais parfois, évidemment, il y a les deux aspects. Et il y a, je crois, un problème particulier avec un sujet qui, je crois, a engendré beaucoup de discussions, c'est celui des cellules souches. Et en particulier, le problème des cellules souches embryonnaires, évidemment, qui pose un problème éthique, parce que ça supposait évidemment de travailler sur des embryons. Et puis ensuite est arrivée la technologie des cellules souches induites, et notamment qui ont permis de faire ce qu'on appelle aujourd'hui les organoïdes cérébraux, donc finalement des cultures de cellules nerveuses. Et j'ai été très frappé par finalement ce qui a été publié il y a quelque temps là-dessus, et le fait que finalement ces cellules pouvaient avoir une activité électrique qui était proche de l'embryon, au tel point les auteurs en étaient à se demander si on ne pouvait pas estimer que ces organes cérébraux avaient quelque part une conscience
évidemment, ce qui posait des problèmes génétiques. Bon, j'ai vu, il y a toute une série de discussions là-dessus, mais enfin, moi, j'aurais aimé avoir ton sentiment là-dessus, si on peut vraiment imaginer que ces organoïdes cérébraux, finalement, on va se rapprocher d'un état embryonnaire, hein, puisque ça serait des cellules qui auraient une activité proche de ce qu'on trouvait chez l'embryon. Hein, voilà. Alors, je ne sais pas si c'était démenti, d'ailleurs, je n'ai pas trop suivi la littérature, mais je crois que ça pose effectivement une question assez fondamentale. Est-ce qu'on peut travailler avec ce type de cellules dans ces cas? Bon, je voudrais dire que pour ceux qui voudraient aller plus loin, il y a une note du comité d'éthique de l'INSERM sur cette question des organoïdes, disponible sur le site du comité, où on aborde tout particulièrement les organoïdes neuraux. Et d'autre part, il y a en cours un propéen qui travaille sur l'éthique des organoïdes. Alors, pour revenir à ta question, Olivier, bon, ça fait longtemps qu'on fait des cultures de cellules. Ça a même été comme ça que j'ai commencé la recherche en neurosciences. Et au fond, même ces cultures, quand elles étaient en 2 dimensions, dans certains cas, on pouvait enregistrer une activité des neurones avec les technologies, en particulier de patch clamp. Et on connaît beaucoup de nos collègues qui ont étudié ces circuits en culture ou sur des tranches de cerveau. La nouveauté, c'est effectivement que maintenant, depuis une petite dizaine d'années, à la suite de travaux, en particulier de Madame Lancaster, on a été capable d'avoir une auto-organisation à partir des cellules souches de fragments de tissus nerveux, y compris à partir de cellules humaines, mais des fragments qui font quelques dizaines de cellules ou quelques centaines de cellules au maximum. Rappelez-vous que notre cerveau, c'est 200 milliards de cellules. Et effectivement, au sein de ces organoïdes, il y a une activité électrique, donc les circuits peuvent acquérir des éléments fonctionnels, ce qui, sur un plan expérimental, permet de poser un certain nombre de questions sur la mise en place des premiers circuits ou la manière dont les circuits cérébraux se connectent ou dont certaines maladies, en particulier des maladies d'origine génétique, affectent le développement de ces circuits. Donc on voit l'intérêt pour la recherche fondamentale de développer ces systèmes. Alors maintenant, la question se pose de savoir, non pas pour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est dans des systèmes tellement simples que le fait de dire que, comme l'a écrit Muotri dans son article de Nature, que l'activité était une activité qui ressemblait à une activité immature de neurones de circuits qu'on peut trouver chez l'embryon humain. Bon, c'est évident puisque ces circuits qu'on a en culture sont extrêmement immatures. Donc la question, elle se pose plutôt pour demain, parce que la recherche va continuer, les progrès vont continuer, et puis surtout, on peut aujourd'hui faire, enfin, aujourd'hui déjà et demain encore plus, on peut faire des assembloïdes, c'est-à-dire qu'on peut prendre un morceau de quelques cellules et puis le différencier en cortex cérébral, et puis on peut prendre d'autres cellules et les différencier en noyau gris profond, et puis faire un circuit entre les deux. Donc c'est ça la notion d'assembloïde. Et donc, finalement, on pourrait se dire que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on pourra peut-être carrément reconstituer des circuits qui mimeraient tout ou partie du cerveau humain. Et là, effectivement, se poseraient des questions comme est-ce que ces tissus seraient capables de souffrir? Et est-ce qu'il faudrait leur appliquer des anesthésiques comme on le fait pour les expérimentations animales? Est-ce que dans une vision encore plus importante de la complexité des possibilités cognitives émergeraient de ces assembloïdes? Et dans ce cas, quel statut moral devrions-nous conférer à ces organoïdes? Alors, il y a des éthiciens qui disent la première question, c'est comment est-ce qu'on serait capable de l'évaluer? C'est-à-dire comment est-ce qu'on serait capable d'évaluer que ces quelques cellules en culture souffrent?
ou comment est-ce qu'on serait capable d'évaluer que ces quelques cellules en culture pensent? Donc, est-ce que nous avons les moyens de le faire? La réponse est immédiatement non, parce que la douleur, c'est quelque chose qui est une activité cognitive intégrée. On ne sait que l'autre souffre que parce qu'il nous le dit. Si l'autre ne nous dit pas qu'il a mal, on ne sait pas. Quelqu'un dans le coma, par exemple, puisqu'on parlait tout à l'heure du coma, on ne sait pas si la personne souffre, puisqu'elle ne nous dit pas « j'ai mal ». Donc, le seul moyen de le savoir, c'est la communication, en particulier la communication verbale. Il y a une différence entre la nociception, on est capable d'enregistrer que quand on pince la peau, il y a une activité par la moelle et qui remonte vers les centres. Et entre nociception et la notion de douleur, c'est encore quelque chose de complètement différent. Et puis encore pire pour la conscience. Donc, il y a des éthiciens qui disent il faut faire comme si. C'est-à-dire, comme on ne sait pas, il faut quand même utiliser des anesthésiques pour éviter la douleur. Et puis, il y a d'autres qui disent écoutez, c'est pour l'instant quelque chose de fantasmé, donc regardons et attendons que ces assembloïdes se développent et réfléchissons-y au fur et à mesure. Voilà. Comme souvent en éthique et en science, la question est ouverte et elle est loin d'être fermée. Tout à fait. Merci. Merci. Effectivement, c'est le problème de l'évaluation qui va poser problème, effectivement. Alors, qu'est-ce que j'ai comme question là? Il y a une question sur le neurofeedback. Alors, je ne comprends pas très bien la question qui a été posée, mais si je comprends bien, est-ce que le neurofeedback pose des problèmes particuliers en termes d'éthique, puisque ça consiste à essayer de modifier finalement son activité cérébrale en regardant finalement un enregistrement. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un problème d'éthique particulier concernant cette technologie? Oui, c'est l'illustration même de la balance bénéfice-risque et des conditions d'usage dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que le neurofeedback, il a été mis en place pour être une aide, un outil de rééducation fonctionnelle suite en particulier à des accidents vasculaires cérébraux. Et il est extrêmement utile pour la réadaptation fonctionnelle de personnes post-accidents vasculaires cérébraux. Tout particulièrement, par exemple, dans le cas de négligence. Quand on a un accident vasculaire cérébral de l'hémisphère mineur, on a une négligence de son activité ou de ses mouvements d'un côté grâce au neurofeedback avec de la stimulation magnétique transcrânienne qui inhibe une partie de l'hémisphère majeur, on peut arriver à permettre aux gens de reprendre conscience et de reprendre contrôle de leur activité et de développer une activité post-accident vasculaire cérébral. Donc d'un côté, le neurofeedback, il est extrêmement utile quand il est utilisé dans ces conditions extrêmement contrôlées de réadaptation fonctionnelle. À côté de ça, se sont développées et se développent des officines qui utilisent le neurofeedback pour d'autres raisons, pour contrôler ses émotions, pour contrôler son stress, pour se relaxer, pour d'autres usages. Et alors, dans des conditions qui ne sont absolument pas scientifiquement avérées. Donc déjà, il y a un problème éthique. On est tous d'accord que ce qui n'est pas scientifiquement valide n'est pas éthiquement valide non plus. Et effectivement, il y a beaucoup d'officines qui se sont multipliées pour de la relaxation, pour mieux dormir, etc. Et là, voilà, c'est questionnable à la fois parce qu'on vend des choses non avérées et c'est questionnable parce que les procédés qui sont utilisés, c'est un peu n'importe quoi. Oui. Très bien, effectivement. Alors là, j'ai un commentaire, auquel peut-être je vais te le lire, comme ça peut-être tu pourras réagir, un commentaire de Régis. Pour le Comité international d'éthique, il voit donc deux difficultés. D'abord, la diversité des cultures d'un continent à l'autre. Est-ce que cela pourrait conduire à une éthique du plus petit commun dominateur? Vraiment petit, c'est le premier point. Et puis, évidemment, c'est la collision qu'il peut y avoir entre les aspirations humanistes du comité et l'aspiration, attendez, là, je ne suis plus là,
voilà, les aspirations humanistes du comité et l'aspiration générale à faire de l'argent avec tous les moyens possibles, les neurosciences apportant des outils d'aliénation puissants pour les acteurs du marketing, de la consommation et ou de la politique. Voilà, bon, ça c'est une grande question. Je ne sais pas si tu veux commenter non, là-dessus. mais ça, c'est une question qui est relativement classique pour quelqu'un qui a été membre pendant plusieurs années du Comité international de bioéthique et président pendant 2 ans. Alors, on peut se moquer de tout, il n'y a pas de problème, ou on peut être un peu honnête et essayer de regarder les choses. Alors, être un peu honnête et regarder les choses, c'est voir que le Comité international d'éthique de l'UNESCO depuis maintenant 1993 et a publié 3 déclarations universelles. Déclaration universelle sur la génétique et les droits de l'homme, déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, et puis une autre déclaration sur le génome. Ça montre déjà qu'au niveau international, puisqu'il y a 190 pays représentés à l'UNESCO, on est capable d'aboutir à un moment à une décision commune, à une déclaration commune. Et je vous rappelle que la déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme, elle a été ensuite approuvée au niveau de l'ONU l'année suivante. Et puis, elle a été la source ou l'inspiration ou le reflet, c'est la Convention internationale d'Oviedo sur les droits de l'homme et la bioéthique, qui est la seule convention contraignante qui existe aujourd'hui. Mais j'ai aussi pu me rendre compte dans mon activité et dans ce qu'on appelle le capacity building, en aidant un certain nombre de comités nationaux d'éthique à se monter dans différents pays, que ces textes sont aussi la référence des lois nationales pour faire des lois bioéthiques adaptées au pays. Alors oui, à chaque fois, il faut tenir compte des cultures. Par exemple, la notion de consentement libre et informé, elle nécessite d'être adaptée selon qu'on est en France et que c'est l'individu qui choisit, ou selon qu'on est dans certaines communautés africaines où c'est le groupe qui décide et pas seulement l'individu. Oui, elle nécessite d'être adaptée parce qu'aujourd'hui, quand on fait des consentements qui font 35 pages et que même les médecins ont du mal à comprendre, on ne peut pas dire qu'ils sont informés puisque c'est fait pour des avocats, mais ce n'est pas fait pour des patients, par exemple. Donc, tout doit être à chaque fois réinterrogé en fonction du contexte, mais il y a des forces communes, il y a des références communes, il y a un corpus des droits de l'homme qui est partagé et qui ensuite s'adapte à différentes cultures. Alors, tout cela avec beaucoup de modestie. On voit aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, que les droits de l'homme ne sont peut-être pas la priorité du président russe. Il est certain qu'il ne s'applique pas malheureusement dans tous les pays, mais c'est une référence qui reste valable, en tout cas qui mérite d'être défendue. Et rien n'est acquis, donc on le voit, si les Ukrainiens sont capables de se défendre pour défendre ces droits, nous qui sommes heureux, bien portants et en paix, c'est le minimum de responsabilité que nous avons de les défendre également. Tout à fait. Alors, écoute, je n'ai plus de questions particulières de neuroéthique. Je vais quand même t'en poser une, ce sera peut-être la dernière, ou il y en a peut-être une deuxième là, qui vient d'apparaître, qui est plus générale sur les neurotechnologies. Qu'apportent les neurotechnologies sur ce que l'on sait du développement du cerveau chez le jeune enfant, mini-cerveau adulte ou en construction ou immaturité. Bon, voilà, c'est quelqu'un qui aimerait un petit peu savoir. Alors, encore une fois, il faut beaucoup de modestie. Nous sommes extrêmement ignorants et nous sommes même ignorants de notre degré d'ignorance. Donc, qu'est-ce qu'apporte ? Ça apporte des notions de savoir comment, à une échelle extrêmement élémentaire, puisque, encore une fois, un cerveau humain,
c'est 200 milliards de cellules. Là, on parle de circuits que nous étudions sur quelques dizaines, quelques centaines, maximum quelques milliers de cellules. Donc, on n'est pas dans la même échelle. Mais qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte de comprendre les événements fondamentaux, les événements premiers du développement qui ensuite peuvent s'élargir à une plus vaste échelle. Par exemple, pour prendre un exemple tout à fait caractéristique, un neurone, alors un neurone, il y a une centaine de sortes de neurones différents. Donc vous voyez, je simplifie malheureusement. Mais si, prenons un neurone. Un neurone, il y a un corps cellulaire et puis il y a un arbre qu'on appelle l'arbre dendritique qui reçoit les... Puis il y a une terminaison qui sort de ce corps cellulaire qui va transmettre l'information à d'autres cellules qui s'appellent l'axone. Eh bien, il y a quelques années maintenant, on a découvert que chez les enfants atteints de troubles du neurodéveloppement, les enfants autistes, sur l'arbre qui reçoit les informations et qui, normalement, ces terminaisons qui captent l'information sont hérissées d'épines, qu'on appelle les épines dendritiques, puisque cet arbre s'appelle dendritique et donc c'est les épines dendritiques, eh bien, qui avaient moins d'épines que chez les enfants non atteints de ces troubles du neurodéveloppement. On ne peut pas étudier ça chez les enfants. Ce serait éthique d'étudier ça chez les enfants autistes. Par contre, les étudier sur des petits circuits comme les organoïdes cérébraux et essayer de comprendre comment est-ce que l'information se transmet moins bien à cause de ce manque d'épines, essayer éventuellement de trouver des molécules qui permettraient de rétablir le nombre et la morphologie et la fonctionnalité normale de ces épines, ça, on peut le faire sur ces circuits. Et donc, l'une des premières applications, en dehors de la connaissance pour la connaissance, c'est toujours ça qui fait mouvoir le scientifique, l'une des applications de ces organoïdes neuraux ou cérébraux, eh bien, c'est d'essayer de cribler des molécules d'intérêt thérapeutique. Alors, j'ai pris l'exemple de l'autisme, mais ça peut être d'autres exemples, maladie de Parkinson, maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer. Voilà. L'intérêt de cela, ce n'est pas de dire on va faire le cerveau d'un enfant dans une boîte de pétri. L'intérêt de cela, c'est on va acquérir des connaissances qui pourront servir à mieux comprendre le cerveau de l'enfant et il faudra d'autres techniques. Donc, je vois sur le chat qu'il y a le terme mini-cerveau. C'est un mauvais terme, il a été utilisé de façon un peu marketing par certains scientifiques. Il faut toujours se méfier de ces abus de langage. Ce sont des organoïdes, ce sont des modèles de circuits miniatures. Ce ne sont pas des mini-cerveaux, ce sont des objets d'études scientifiques. D'accord. Bon, écoute, je pense qu'on va, oui, on va peut-être pas poursuivre trop longtemps. Peut-être une dernière question, puisque là, il y a une question qui concerne la maladie de Parkinson et donc, pardon, la stimulation cérébrale. Excusez-moi. Excusez-moi. Je vais peut-être la lire, voilà, Olivier, pour que tu puisses. Donc la question, c'est la neurotechnologie a pu améliorer les tremblements. C'est une question de Mona. La neurotechnologie a pu améliorer les tremblements dans la maladie de Parkinson. Aïe, ça a sauté. Mais pour la ralentir, existe-t-il des recherches aussi techniques et comment est fait le choix de proposer ce confort à certains malades plus qu'à d'autres? Alors, il faut dire que alors pour aller vite, la maladie de Parkinson, c'est trois choses. C'est effectivement le trouble du mouvement qui peut s'exprimer sous forme de tremblement, mais qui, chez d'autres personnes, surtout chez les personnes jeunes, s'exprime par une inhibition au contraire du mouvement, c'est ce qu'on appelle les formes akinéto-rigides. C'est lié à une autre dimension de la maladie de Parkinson qu'on connaît souvent mal, qui est le problème de l'initiation de l'action. C'est ce que Parkinson appelait déjà la kinésie paradoxale. Les gens sont paralysés en apparence, mais on leur fait peur et ils se mettent à courir. Donc,
le problème du parkinsonien, à ce moment-là, c'est l'initiation du mouvement. Et donc, la stimulation cérébrale profonde, elle est utile et elle est proposée à seulement 5% des parkinsoniens qui sont les formes jeunes akinéto-rigides. Dans les autres cas, c'est des traitements essentiellement médicamenteux, et même pour la stimulation cérébrale profonde, on associe la stimulation cérébrale profonde à des traitements médicamenteux. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur la maladie de Parkinson pour améliorer la qualité de vie des patients, pour améliorer leur capacité de vivre longtemps bien, parce que malheureusement, il faut reconnaître que les 10 premières années sont souvent bonnes, mais qu'après, l'affaire se gâte. Et est-ce que ça ralentit la maladie? Je crois que la réponse actuelle, c'est non. On traite la maladie, mais on ne ralentit pas la maladie. La dégénérescence des neurones dopaminergiques se poursuit, et donc il faut compenser cette dégénérescence. Et les techniques de remplacement de ces neurones dopaminergiques ont pour l'instant eu peu de succès, mais là encore, il y a des espoirs avec l'utilisation grâce à certains virus bien injectés au bon endroit et via des techniques qu'on appelle d'optogénétique, et grâce à des nouvelles techniques qui associent à la stimulation cérébrale profonde l'intelligence artificielle pour mieux adapter la stimulation à l'activité spécifique du patient. Il y a vraiment des espoirs importants d'améliorer encore la qualité de vie des gens. Alors après, pour qui? Ça, c'est la question de chaque médecin. Et nous, on a la chance en France d'être dans un pays développé qui offre ces technologies extrêmement avancées et coûteuses à tous les patients qui en ont besoin. Ce n'est malheureusement pas le cas dans tous les... Mais voilà, la recherche progresse et je pense qu'il y a quand même beaucoup d'espoirs qui sont devant nous. Est-ce qu'il peut y avoir des espoirs en termes de thérapie cellulaire, justement, avec les organoïdes cérébraux dont on a parlé maintenant? Parce que ça a aussi été évoqué. Des espoirs, oui, mais ne donnons pas de fausses promesses tant que ce ne sont pas des espoirs qui se concrétisent avec des essais cliniques qui soient vraiment probants. Et pour l'instant, je ne connais pas d'essais cliniques probants, que ce soit avec des cellules souches et encore moins avec des organoïdes. D'accord. Bon, ben écoute, vraiment, on va te remercier infiniment d'être venu nous parler de tout cela dans le cadre de la Semaine du cerveau. Je crois que ça a été bien apprécié. Là, on a des messages là, qui nous remercient et qui te remercient en particulier pour cela. Donc, merci pour votre invitation et bravo pour la Semaine du cerveau à Marseille et en pays d'Aubagne. Bravo pour votre organisation. Et à très vite, je l'espère. Très bien. Ben, écoute, on essaiera de te réinviter. Voilà. Merci infiniment, en tout cas. Avec plaisir. Bonne soirée à tous. Merci à Bonsoir. tous. Merci. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tous.